Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les différentes politiques de justice sociale qui sont appliquées en France. Cependant, comme finalement toute politique, ces politiques font l'objet de débats, notamment sur leur efficacité et sur les potentiels effets pervers, contre-productifs qu'elles pourraient provoquer. Et évidemment, à partir du moment où on se met à critiquer une politique, à montrer qu'elle ne serait pas très efficace, on a du mal à l'accepter et à accepter les sacrifices qu'elle nous demande. C'est toutes ces questions que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! En 2018, par exemple, Emmanuel Macron lui-même critiquait les politiques de redistribution mises en place en France en disant qu'on mettait un pognon de dingue dans ces politiques et qu'elles ne produisaient pas d'effet. Et il appelait donc de ses vœux à une réforme des politiques de lutte contre les inégalités en France. Je mettrai en l'occurrence le lien de cette vidéo dans la barre de description. Alors, est-ce qu'il a raison? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. En l'occurrence, quand on étudie ce graphique produit par le magazine The Economist, c'est pour ça qu'il est en anglais, on voit en abscisse les dépenses publiques. Et cela confirme ce que l'on entend souvent dire, que la France est le pays, ou au moins un des pays, car ils ne sont pas tous représentés sur ce graphique, qui dépense le plus, ou l'État dépense le plus. Mais quand on compare ça avec la réduction des inégalités, en gros, là, c'est mesuré par la réduction de l'indice de Gini. À quel point est-ce que l'indice de Gini a baissé suite aux politiques de redistribution? On voit que la France est aussi un des pays qui a une politique de redistribution la plus efficace, puisqu'elle réussit à baisser l'indice de Gini de 0,15 ou de 15 points si vous mesurez l'indice de Gini entre 0 et 100. Mais si vous le mesurez entre 0 et 1, comme on fait souvent, c'est simplement de 0,15. Si on doit tirer une conclusion plus générale de ce graphique, c'est qu'il y a une corrélation positive entre les dépenses publiques et la réduction des inégalités. Plus un État dépense beaucoup, plus les inégalités vont être réduites. Et cette relation, elle est présentée en l'occurrence par cette droite, avec, vous avez par exemple la Corée du Sud qui dépense peu et qui réduit peu les inégalités, et la France qui, à l'inverse, a choisi de dépenser beaucoup et de réduire plus les inégalités. Alors après, certes, on pourrait me dire, cette droite représente la tendance moyenne, et la France est légèrement au-dessus, c'est-à-dire que, vu son niveau de dépense, on pourrait s'attendre à ce qu'elle réduise plus les inégalités. Donc oui, il y a des marges d'amélioration, de perfectionnement dans la politique de redistribution française. Vous avez à l'inverse le cas de l'Irlande qui fait une super performance à réduire beaucoup plus les inégalités que ce à quoi on pourrait s'attendre au vu de son niveau de dépense. Mais il faut quand même préciser que la France n'est quand même pas très loin de cette tendance moyenne, à l'inverse par exemple de la Suède, qui, vu son niveau de dépense publique, on pourrait s'attendre à ce qu'elle réduise beaucoup plus les inégalités. Quand on va un peu plus dans le détail, notamment quand on compare les inégalités avant redistribution, l'indice de Gini avant redistribution qui est présenté par cet axe-là, et les inégalités après politique de redistribution, et donc les effets de cette politique de redistribution sur les inégalités qui sont représentés sur cet axe-là, on voit que la France est quand même un des pays qui réussit à réduire le plus les inégalités. On part d'un indice de Gini qui est aux alentours de 0,45 et on réussit à réduire cet indice de Gini de 0,15 points pour arriver aux alentours de 0,3. Finalement, quand on regarde l'effet des politiques de redistribution, on voit que la France est clairement un des pays qui réussit à provoquer une plus forte réduction des inégalités. Elle est seulement dépassée sur ce graphique par la Finlande et par l'Irlande. En conséquence, si le gouvernement voulait réduire les dépenses, notamment les dépenses investies dans la politique de redistribution, il faudrait soit accepter un niveau plus fort d'inégalité, et donc se dire qu'on va réduire la taille de cette courbe, soit essayer aussi de réduire les inégalités primaires, et se dire que finalement, si les inégalités primaires sont moins importantes, par exemple, si c'était au niveau de la Corée du Sud, où l'indice de Gini avant redistribution est aux alentours déjà de 0,3, on aurait besoin finalement d'investir moins dans cette politique de redistribution
et que le peu qu'on pourrait investir, là en l'occurrence, ce n'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup d'effets, hein, comme c'est le cas en Corée du Sud, parce qu'on part déjà d'un niveau d'inégalité qui est très faible, donc le fait qu'on réussisse à le réduire juste un petit peu, vu qu'on part de quelque chose qui est déjà très bas, c'est pas un problème. C'est d'ailleurs ça la logique poursuivie par Emmanuel Macron, se dire qu'on va plutôt se déplacer sur cet axe et réduire les inégalités primaires, plutôt que d'investir plus pour réduire les inégalités grâce à la politique de redistribution. Mais ça, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, et globalement, ce qu'on peut conclure quand même, c'est que, au vu du niveau d'inégalité qui existe en France avant la politique de redistribution, cette dernière est assez efficace, et par conséquent, les fonds qui sont investis, les dépenses qui sont impliquées dans cette politique de redistribution sont, on peut considérer comme légitimes. Cependant, on comprend bien qu'une politique de redistribution qui se fonde notamment sur le versement de prestations sociales aux personnes les plus pauvres se heurte à une contrainte de financement. Et comme toute politique publique, elle peut être financée de deux façons. Soit par la fiscalité, grâce au prélèvement obligatoire, soit par de l'endettement public. On peut comprendre que les responsables politiques préfèrent éviter de financer les politiques de redistribution par l'endettement. Déjà parce que politiquement, c'est assez mal vu. Ensuite, parce qu'il existe des contraintes politiques et juridiques sur le niveau d'endettement et le niveau de déficit public, notamment dans le cadre de l'Union européenne. Mais aussi parce qu'économiquement, financer une politique qui est durable, qui n'est pas exceptionnelle, ponctuelle, qui donc va perdurer dans le temps, il vaut mieux éviter de s'endetter, il vaut mieux trouver d'autres sources de financement, notamment du côté de la fiscalité. Cependant, la fiscalité elle-même doit quand même être légitime et acceptée par la population. Et ce, pour différentes raisons. Déjà, tout simplement, politiquement, on peut comprendre que si le niveau des prélèvements obligatoires est considéré comme trop élevé, ça va justement entraîner du mécontentement, que vous allez avoir par exemple des lobbies, peut-être pas forcément des manifestations anti-impôts, mais en tout cas des lobbies et des personnes qui vont clairement faire entendre leur avis comme quoi le niveau des prélèvements obligatoires est trop élevé, et cela va sûrement se ressentir dans les urnes, lors des élections. Mais aussi parce que cela peut provoquer des pratiques d'optimisation ou d'évasion fiscale, où les individus ou les entreprises vont essayer du coup de payer le moins d'impôts possible. On trouve finalement cette idée qu'on représente souvent sous cette forme de courbe qui est appelée la courbe de Laffer, que si vous avez un taux d'imposition qui est trop élevé, à partir d'un certain point, vos recettes fiscales en réalité vont diminuer. Parce que passé ce seuil optimal, les individus vont chercher de plus en plus à faire de l'optimisation ou de l'évasion fiscale, et finalement, certes, vous allez avoir un taux d'imposition élevé, mais sur des revenus qui seront plus faibles, et vous allez avoir par conséquent des recettes fiscales qui vont diminuer. Autre justification de cette idée, du fait que passer un certain taux d'imposition, les recettes fiscales vont diminuer, le fait que cela serait des incitations négatives, cela freinerait le travail, l'innovation, la création de richesses de façon générale, et que du coup, s'il y a moins de richesses créées, il y a forcément moins de recettes fiscales. Alors il faut faire attention cependant, car cette idée de courbe de Laffer est quand même une idée qui a été produite dans un contexte politique bien particulier pour des partis qui, en l'occurrence, voulaient justement justifier la réduction des impôts. Ce qu'on peut dire en réalité sur la courbe de Laffer, c'est qu'il n'existe pas un taux d'imposition universel à partir duquel, si vous dépassez ce seuil, vous avez clairement une réduction des recettes fiscales. Cela dépend fondamentalement de la légitimité de la fiscalité, et du coup c'est plus une question politique et sociale qu'une question économique, et de se dire à quel point est-ce que la fiscalité et les politiques qu'elle sert à financer sont acceptées et sont reconnues comme légitimes par la population. Ce qui dépend évidemment du pays et éventuellement du contexte de façon plus large. Cependant, évidemment, on va avoir du mal à considérer comme légitimes des politiques qui sont considérées comme peu efficaces, ça nous renvoie au début de la vidéo,
mais aussi des politiques qui sont accusées d'avoir des effets pervers. En gros, un effet pervers, c'est quand une politique provoque des effets qui sont contraires aux effets recherchés. En l'occurrence, un effet pervers qui est souvent attribué aux politiques de redistribution et notamment aux prestations sociales type allocation chômage ou RSA, revenu de solidarité active, c'est la question des trappes à inactivité ou trappes à chômage. Le but de ces politiques est explicitement, officiellement, de soutenir le revenu des individus et des ménages dans une période professionnelle compliquée, mais dans la perspective de les ensuite renvoyer vers le marché du travail. Or, ces politiques, ces prestations sont accusées d'être trop généreuses et d'inciter les individus à ne pas reprendre un emploi, ne pas rechercher un emploi parce que il ou elle gagnerait finalement plus sans travailler qu'en travaillant, ou en tout cas gagnerait assez sans travailler et donc n'aurait pas besoin de rechercher un emploi. Déjà, une première critique qu'on pourrait faire à cette idée, c'est que si le niveau des prestations sociales est trop proche du niveau des salaires et donc aurait cet effet désincitatif, pourquoi est-ce que ce serait forcément le niveau des prestations sociales le problème et pourquoi pas la question des salaires? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt augmenter les salaires pour provoquer un effet incitatif de la reprise de l'emploi? Et concrètement, scientifiquement, en réalité, on n'observe pas d'effet de trappe à inactivité ou de trappe à chômage. Au contraire, des études menées sur des personnes qui reçoivent le RSA ou auparavant recevaient le RMI, ce qui est l'ancêtre du RSA, ont clairement montré que les individus sont prêts à reprendre un emploi, même si financièrement, ils ne sont pas gagnants. Parce que quand on prend en compte toutes les dépenses liées à la reprise de l'emploi, le fait qu'il faut se déplacer, donc soit avoir un abonnement de transport collectif, soit payer l'essence, avoir une voiture, payer l'assurance, avoir aussi une solution de garde pour les enfants. Finalement, quand on prend en compte ces dépenses, certes, le niveau de salaire est plus élevé que le niveau des prestations sociales, mais finalement, financièrement, vous n'êtes pas forcément gagnant et malgré tout, on voit quand même des personnes qui reprennent un emploi, quand l'occasion leur est offerte en tout cas. Enfin, il faut préciser que les prestations sociales ont justement été conçues de façon à lutter contre cette question des trappes à inactivité ou trappes à chômage. Typiquement, le RSA a un niveau dégressif, mais vous continuez à recevoir en gros le RSA quand vous reprenez un emploi, tant que votre niveau de salaire ne dépasse pas un certain seuil. En gros, pour éviter une situation où soit vous n'avez pas d'emploi, vous recevez le RSA, soit vous avez un emploi, vous recevez un salaire, mais finalement, dès que vous retrouvez un emploi, vous ne percevez plus le RSA, vous perdez tout l'argent du RSA, peu importe votre niveau de salaire, avec du coup des questions qui pourraient poser problème justement parce que votre salaire ne serait pas suffisant pour compenser la perte du RSA. Le RSA a été conçu au départ en 2008 avec une partie socle pour les personnes qui n'ont pas d'emploi et une partie activité qui donc est continuée, qui est toujours versée pour les personnes qui ont un emploi mais un salaire assez faible. Et passer ce niveau de RSA activité qui aujourd'hui a été intégré dans la prime d'activité, vous continuez à percevoir tant que votre niveau donc, de salaire ne dépasse pas un certain seuil, même si évidemment plus votre salaire est important, plus cette prime d'activité va diminuer. Donc en gros, vous voyez bien que cette idée de trappe à inactivité, de trappe à chômage, d'assistanat, de personnes qui profiteraient des prestations sociales sans travailler, elle ne se pose pas vraiment. Certes, il faut toujours trouver des anecdotes, des exemples de personnes qui auraient fait des super combines pour recevoir plein de prestations sociales sans travailler, mais ça, globalement, c'est des anecdotes, c'est des exceptions, et statistiquement, ce n'est pas du tout une réalité. Au contraire, statistiquement, la fraude aux prestations sociales est beaucoup plus faible que la fraude fiscale menée par les individus ou les entreprises beaucoup plutôt aisées. Et ça nous amène à un autre effet pervers des politiques de lutte contre les inégalités, la stigmatisation des personnes aidées.
Et c'est un effet d'ailleurs qu'on retrouve plus quand on a des politiques plus ciblées. Quand vous avez des politiques qui sont ciblées vraiment sur les personnes les plus pauvres, ces personnes vont être stigmatisées, vont être critiquées comme finalement des assistés, des personnes qui profitent du système sans travailler et du coup sans créer de richesse. Cela peut conduire du coup des personnes qui sont concernées par ces politiques, par ces prestations sociales, à ne pas les demander. Certes, dans la question du non-recours, vous n'avez pas que la stigmatisation des personnes aidées, vous avez aussi des procédures qui sont mal présentées, mal communiquées, ou des questions administratives qui sont trop compliquées, mais la question de la stigmatisation des personnes aidées est quand même un des éléments d'explication du non-recours, du fait que des personnes qui pourraient avoir des prestations sociales ne les ont pas, ce qui est clairement un effet pervers. Notamment parce que du coup, ces personnes ne se considèrent pas comme pauvres et donc ne se sentent pas concernées par ces politiques qui sont censées cibler les pauvres. Vous avez, même si ça a été simplifié, le passage justement du RSA activité à la prime d'activité a fait qu'on n'avait plus la partie RSA qui était associée aux personnes pauvres, et vous avez beaucoup de personnes qui du coup se sont rendues compte que finalement elles avaient droit à ces aides et ont fait la demande pour les avoir. Et là on a eu d'ailleurs un effet pervers, un autre effet pervers, c'est que du fait qu'il y a eu moins de non-recours, qu'il y a plus de personnes concernées qui ont reçu ces prestations sociales, vous avez des responsables politiques qui ont dit il y a plus de personnes qui demandent ces aides, en réalité de façon tout à fait légitime, donc on se met à dépenser plus, où là il y a un problème, il faut réformer. Alors qu'en fait tout ce qu'on a fait c'est améliorer le système pour permettre qu'il soit plus efficace et qu'il cible vraiment, qu'il touche vraiment toutes les personnes concernées. Donc là on voit bien que c'est pas forcément la question de la réalité des politiques de lutte contre les inégalités et notamment des prestations sociales qui tournent dans le débat public, mais plutôt les perceptions qu'on peut en avoir, souvent à tort. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous souhaite par conséquent une bonne journée.